Eh ben, bonjour et bienvenue. Nous sommes le 30 juin 2025. Nous avons décidé de faire ce petit exposé entre IFSUA et la FFPSA pour expliquer les nouveautés de la législation de la pêche sous-marine en Catalogne. Donc, c'est une réunion Teams qui est enregistrée, que nous publierons sur notre canal YouTube en espérant éclaircir un peu les plus grandes les doutes qu'il peut y avoir sur l'évolution de la législation en Catalogne, en Espagne. Voilà. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de diffuser l'état actuel d'informations disponibles sur la réglementation et son interprétation habituelle. Parfois, la législation, il faut l'interpréter. Voilà. L'interprétation, elle peut évoluer dans le temps, et puis la législation également, donc il est recommandé de se renseigner de manière périodique. Nous publierons ce webinaire sur la chaîne YouTube d'IFSUA. Voilà. Nous vous invitons à poser vos questions dans le chat en bas à droite, si vous en avez, et on y répondra. Amandine et Stéphane feront la modération. On y répondra à la fin. Voilà. On passera d'abord une présentation générale, on verra les aspects généraux de la pêche sous-marine en Catalogne, et également un peu en Espagne, mais surtout en Catalogne, la réglementation des eaux intérieures au nord de la Catalogne, la réglementation au niveau du Cap de Creus et ce qui nous attend pour les prochains mois et années. L'IFSUA, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une organisation qui a un peu plus de 10 ans. La FFPSA est membre de l'IFSUA. C'est une organisation qui est à but non lucratif, qui défend les activités subaquatiques, donc les activités sous-marines. Et dans l'ensemble des activités sous-marines, la pêche sous-marine étant l'activité la plus attaquée, ou qui a le plus besoin de défense traditionnellement, c'est là où on dédie la grande partie de nos efforts, mais ce n'est pas un effort exclusif. D'accord. Voici les membres de l'IFSUA. Donc, on avait la fédération italienne jusqu'à il n'y a pas si longtemps. On a la fédération espagnole, la FFPSA, des marques, des fédérations régionales espagnoles et puis un ensemble de clubs et de boutiques. Donc, on a aussi bien des pratiquants, les fédérations, les clubs, que de l'industrie au sein des membres de l'IFSUA. Voilà. On a des missions diverses, mais la principale est de promouvoir une pratique durable des activités sous-marines, dont la pêche sous-marine. On a une activité surtout de représentation, c'est-à-dire il y a beaucoup de forums européens, internationaux, parfois nationaux, dans lesquels ou directement l'IFSUA ou des membres de l'IFSUA sont présents pour représenter les intérêts des activités subaquatiques et de la pêche sous-marine. D'accord. Ça peut être des sujets liés à l'environnement, liés à la pêche, etc., etc. On assure également la coordination d'un réseau de promotion et de défense des activités sous-marines, c'est-à-dire parfois on ne peut pas être partout en même temps et donc on a quand même nos réseaux pour défendre un peu partout où on en a besoin parce qu'il y a besoin quand même de beaucoup de connaissances techniques et c'est de plus en plus technique la défense des activités et donc on fait un peu de retour d'expérience dans ce réseau également. Et donc, on accompagne également la mise en œuvre des politiques dans la mesure du possible, qu'elles soient de pêche ou environnementales. C'est important quand je dis que ce sont nos membres également, que ce n'est pas que l'IFSUA. L'IFSUA, c'est une communauté. Et donc, je pense que la FFPSA, par exemple, est plus peut-être très connue pour les compétitions qu'elle organise. Mais ça fait longtemps qu'on travaille de manière conjointe pour la promotion et la défense de l'activité en France. Et d'ailleurs, on travaille très bien. C'est peut-être une activité qui est en général plus discrète. IFSUA, pareil, est une organisation qui travaille de manière assez discrète parce que c'est ce qui va de pair avec l'activité de représentation. Voilà. Très bien. Et donc, rentrons dans le vif du sujet sur la pêche sous-marine en Catalogne. Pour pouvoir pêcher en Catalogne, et a fortiori d'une certaine manière également en Espagne, la loi espagnole demande 2 documents. Elle demande carrément une carte sportive. Donc, en fait, il y a un éclaircissement de cette loi, de la loi espagnole, qui dit plus tard que c'est la licence de la fédération. Normalement, la fédération espagnole met jusqu'à présent
où jusqu'à il y a très peu longtemps, les fédérations étrangères n'ont pas eu de problème, même si on a demandé un éclaircissement sur ce point. C'est-à-dire, pour nous, on pense que la fédération, la FFPSA, la carte sportive de la FFPSA est valide et vaut en tant que permis de port d'armes, puisqu'en Espagne, le fusil est considéré comme une arme, et assurance de responsabilité civile qui est également obligatoire, je pense comme en France, il me semble. Mais bon, là-dessus, je veux pas rentrer. En tout cas, il faut un permis de port d'armes et une assurance responsabilité civile. En plus, la licence de la fédération, dans le cas de l'espagnol, couvre également les accidents durant la pratique. D'accord. Voilà, pour ce qui est de la carte sportive. Également, donc la carte sportive, c'est en fait un permis de port d'armes. Elle inclut l'assurance obligatoire. Mais en plus, en Catalogne, il faut une licence de pêche sous-marine. D'accord. Donc, c'est cette petite carte que vous voyez en bas, orange, qui coûte 20 €. Elle est renouvelable tous les ans, à renouveler tous les ans. Il faut faire un certificat médical local, normalement, pour pouvoir la commander. Et elle se fait de manière annuelle. En Catalogne, alors là, c'est un détail, je dézoome un peu sur le reste de l'Espagne. En fait, chaque communauté autonome en Espagne, chaque région émet ses propres cartes et certaines régions n'autorisent que leur licence pour pêcher dans leur communauté. C'est le cas des Baléares, des Canaries et de l'Andalousie. C'est quelque chose qu'on va demander, qui a été sur le point de disparaître, puisqu'il va y avoir normalement prochainement une actualisation de la loi espagnole de régulation, où on espère qu'il sera précisé que n'importe quelle licence de pêche de n'importe quelle région sera valable dans n'importe quelle autre région. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Après, ce n'est pas quelque chose sur lequel il y a eu énormément de problèmes. Mais quand même, il vaut mieux, si vous allez spécifiquement pêcher aux Canaries, aux Baléares ou en Andalousie, demander la licence spécifique là-bas. Cette licence, en fait, il faut l'avoir comme un permis de pêche, c'est-à-dire une capacité à pêcher un certain nombre de poissons. D'accord. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, l'État espagnol régule la pêche de manière un peu différente. L'État espagnol est très décentralisé. Donc, il a défini des eaux extérieures, on verra un peu ce concept un peu plus tard, des eaux extérieures dans lesquelles c'est directement le ministère à Madrid qui régule la pêche, et il y a des eaux intérieures pour toutes les communautés autonomes, dans lesquelles ce sont les régions, les communautés autonomes qui régulent la pêche. Également, il est à préciser que les mairies n'ont pas de compétences en matière de pêche maritime de loisirs. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas interdire la pêche. Elles peuvent juste la réduire ou l'affecter en difficultant l'accès. Par exemple, certaines mairies disent on ne peut pas faire de la pêche à la ligne depuis nos plages, d'accord? Ou on peut le faire que de cette heure-là à cette heure-là. Ou restreindre un peu l'accès. Donc, en fait, il est faux si vous entendez que telle mairie a interdit la pêche sous-marine, ce n'est pas possible. Elle peut juste difficulter l'accès. D'accord. Voilà. Elle n'a pas de compétences. Également, l'État espagnol et les régions doivent se conformer aux différentes directives de l'Union européenne, de la FAO, des Nations unies. Alors, qu'est-ce que c'est que ces zones intérieures et extérieures? Vous les avez ici. Les zones, en fait, il y a 3 zones en rouge que vous voyez sur cette carte qui sont les zones intérieures de Catalogne. D'accord? Donc, dans ces zones en rouge, la première au nord, c'est de la frontière française jusqu'à la Masse d'Or, à la pointe du Cap Créus, et qui descend jusqu'au Cap de Bégour. Ensuite, tout le tracé de Cap de Bégour jusqu'à la pointe de l'Espigon, de la digue de Arenys de Mar, c'est des eaux extérieures. Ensuite, on revient sur une petite zone de zone intérieure jusqu'à la pointe de l'ancienne digue de Barcelone, pas la nouvelle, on le verra tout à l'heure. Là, on retrouve des eaux intérieures dans lesquelles c'est la Catalogne qui a la capacité de réguler la pêche. Ensuite, on revient sur une zone extérieure, la pointe de l'Espigon de Barcelone jusqu'au Cap Salou. On revient des zones extérieures. Là, c'est Madrid qui régule. Et de Cap Salou, Cap Tortosa et Punta de la Baña, c'est encore une zone intérieure. Donc, vous voyez, en Catalogne, en fait, c'est assez équilibré. Il y a à peu près 755 km
enfin, il y a à peu près moitié-moitié de zone intérieure et de zone extérieure en exagérant un peu, non? Donc ça pose un peu certaines difficultés parce que si vous commencez à pêcher dans une zone et vous rentrez et vous partez dans une autre, vous êtes sujet à des régulations différentes, donc c'est pour ça qu'il faut bien les connaître. Également en Catalogne, il y a quelques réserves. Il y a quelques réserves ou des zones d'exclusion où la pêche sous-marine n'est pas possible. Donc ces images que vous voyez viennent de, je vous les montrerai plus en détail, viennent d'une cartographie qu'on a faite, la FFPSA nous a aidés, des zones sur toute la France, l'Espagne et l'Italie, où on peut pratiquer ou non la pêche sous-marine, la pêche de loisirs à la ligne, la pêche professionnelle, etc., etc. Ça nous a permis de faire des études notamment. Mais donc, au niveau des parcs et réserves en allant du nord vers le sud, on trouve d'abord le parc naturel du Cap de Créus. Quand vous avez des zones en vert, on y reviendra là-dessus, c'est que la pêche sous-marine est autorisée. Elle est régulée mais autorisée. Les zones en bleu, c'est des zones où la pêche sous-marine est interdite, mais la pêche à la ligne est autorisée. Les zones en orange, vous en avez une un peu dans la zone de Massia Blanca, au niveau de Comaruga. C'est une zone exclusive pour la pêche artisanale ou la pêche professionnelle. Et la pêche de loisirs, tout type de pêche de loisirs est interdit. Et les zones en rouge, c'est du no-take, donc des zones de non-prélèvement. Vous en avez une petite au sein du Cap de Créus qui évoluera prochainement. On en reparlera à la fin. Ensuite, vous avez Ses Negras, un peu au nord de Bégour, d'accord, une zone de no-take. Vous avez également un cas un peu spécial, la centrale nucléaire de Vandellós, où il y a une zone d'exclusion donc de tout type de pêche pour des raisons de sécurité. Je reviens un peu plus au nord sur la Costa Brava. Vous avez le parc naturel de Montgrí-Terre, là où il y a les îles Médas. En fait, il y a un parc naturel et une réserve, la réserve des îles Médes. Donc, vous avez cette petite zone en bleu au nord de l'Estartite, où en fait on ne peut pas pratiquer la pêche sous-marine, et ce qui difficulte en fait les accès à la palme, qui globalement n'est pas toléré depuis l'Estartite vers la zone nord. D'accord. La réserve de Massia Blanca, on l'a vu à Comaruga. Il y a au niveau du port de Tarragone une toute petite réserve pour des activités de plongée, qui est ce petit carré rouge qui normalement est balisé. Je ne sais pas si elle est encore active. En tout cas, à Tarragone, le port ne laisse pas. Le port a interdit le fait de passer l'accès à l'eau par la digue, et donc c'est un cas qu'on a vu un peu auparavant, où la limitation de la pratique est faite par une autorité, un port, une mairie, voilà. Donc, l'accès à la palme est difficile. Tout ça, c'est sur notre site web. Et également, je voulais revenir un peu plus concrètement, ça c'est les données cartographiques, sur les points exacts des zones intérieures et extérieures. Ici, vous voyez la zone nord. La zone nord, en fait, ne commence pas au Cap Cerbère. La frontière n'est pas au Cap Cerbère. Elle est un peu plus au sud. Elle est au niveau de cette petite île qui s'appelle l'Oseille. D'accord. Les gens pensent que c'est au Cap Cerbère, mais en fait, non, c'est un peu plus au sud. Ensuite, on a la pointe de la Masse d'Or. D'accord. Et au niveau du Cap Cerbère, du Cap de Bégour, ça serait à peu près ici. C'est vraiment la pointe du Cap Bégour. Voilà, le point est vraiment quasiment à la pointe. OK. Dès qu'on revient un peu sur la deuxième partie, on est effectivement la digue d'Arenys de Mar jusqu'à l'ancienne digue de Barcelone. Vous savez que la digue de Barcelone a été prolongée. Et donc, en fait, au milieu de la digue, on a la limite entre les eaux intérieures au nord et les eaux extérieures au sud. Voilà. Et dernier point, le phare de Cap Salou, ça c'est une zone que je connais un peu moins bien, mais bon, delta de l'Èbre, et jusqu'au sud, en fait, je pense que c'est Peñíscola. Voilà, mais Peñíscola, mais la frontière de la Catalogne est un peu au sud. Voilà. Donc, comme ça, vous situez un peu les réserves et les différents points et les différentes limites. Alors, est-ce qu'on peut pêcher sur les digues en Catalogne? En principe, et sauf indication contraire spécifique, il est possible de pratiquer la pêche sous-marine à l'extérieur des digues portuaires jusqu'aux balises d'entrée du port, qui normalement sont vertes ou rouges. D'accord. C'est interdit évidemment à l'intérieur du port. Sur certaines digues, et spécialement celle de Barcelone,
Et il peut vous être reproché de gêner le trafic quand vous êtes au niveau de la pointe, au niveau des balises. Et donc, souvent, alors, je n'ai pas de connaissance de verbalisation, mais ils vous demandent de pêcher peut-être à 50 mètres ou 100 mètres de distance. D'accord? C'est un aspect de sécurité. Voilà. Sur les zones de baignade, il est interdit de pêcher dans les zones balisées. C'est assez évident. Par contre, cette interdiction, en général, il est autorisé de traverser, mais si vous voulez les traverser, c'est avec le fusil déchargé, la bouée près de vous, et en montrant vraiment que vous n'êtes pas en train de pêcher. D'accord? Donc moi, je le fais par exemple avec la crosse sortie de l'eau, par exemple les fusils déchargés. Normalement, il n'y a pas de problème. Par contre, bon, c'est un sujet quand il y a beaucoup de monde, etc., ça peut être un peu problématique, mais normalement, c'est plus ou moins autorisé. Et il y a un autre cas qui est un peu délicat, ce sont les vias bravas. Ce sont des bouées qui sont surtout mis le long de la Costa Brava pour baliser des itinéraires aquatiques pour les nageurs, pour la pratique de la natation en eau libre et du snorkeling. Normalement, c'est OK pour faire de la pêche sous-marine dans ces zones-là, parce que ce n'est pas considéré comme des eaux de baignade directement. Je n'ai pas, à ma connaissance, de problème sur ces sujets-là. Et c'est surtout pour éviter que les bateaux rentrent dans ces zones. Voilà. Après, ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire si vous avez des problèmes avec des autorités, des gens de la plage, etc., en général, il vaut mieux obtempérer, voilà, d'une certaine manière, et avoir une attitude de dialogue, parce que tout ça, ce que je vous dis, ce sont plus des interprétations et de l'habitude que des choses réellement marquées dans la régulation. Voilà. La signalisation du pêcheur sous-marin, alors elle est obligatoire. Il n'est pas obligatoire d'avoir un pavillon alpha ou n'importe quel pavillon. En fait, la législation marque qu'il faut une bouée et que la bouée soit clairement visible. Par contre, le pavillon est évidemment recommandé pour la sécurité. Récemment, je pense qu'il y a 4-5 ans, les distances à respecter vis-à-vis de la bouée ont été augmentées à 50 mètres. Avant, c'était 25 mètres et maintenant, c'est 50 mètres. Par contre, vous savez tous qu'elle n'est pas forcément respectée et que c'est un problème récurrent voilà, donc, pour la sécurité. Donc, plus elle est visible, mieux c'est, etc., etc. Donc, en fait, également, quand vous plongez et votre bateau est à l'ancre ou éventuellement sur Motor Guide, le pavillon alpha est obligatoire parce qu'en fait, il y a une activité de plongée. Donc, le pavillon alpha, oui, est obligatoire sur le bateau. Et également, quand vous pêchez en bateau, si vous pêchez à côté de votre bateau, normalement, vous devriez avoir la bouée également à l'eau. D'accord? Même si vous êtes près du bateau. Le pavillon alpha n'est pas suffisant. Il faut le compléter de la bouée dans l'eau, même si vous la laissez pendre de votre bateau, quoi. Voilà. Un sujet un peu délicat, la lampe. En fait, la législation catalane des eaux intérieures interdit un foyer lumineux. D'accord? Foco luminoso, exactement, je crois que c'est mis dans la législation. Mais en fait, l'interprétation laisse entendre que c'est un foyer de grande taille, comme un grand foco, mais à la pratique, en pratique, la lampe est autorisée. D'accord? Mais vous voyez que selon l'interprétation qu'on pourrait en faire, elle pourrait être interdite. C'est quelque chose qui a été entendu de temps en temps. Pour l'instant, en pratique, elle est autorisée et ce n'est pas un sujet qui est problématique, mais qu'il faudra sans doute éclaircir dans les prochaines actualisations de la loi. Voilà. Alors ça, c'est l'ensemble des lois qui affectent la pêche sous-marine. Donc, on ne va pas les réviser en détail, c'est pour ça que j'ai fait cette synthèse. Je vous ai mis vous avez la réglementation catalane, la réglementation espagnole et celle de l'Union européenne. Donc, évidemment, vous comprendrez que c'est complexe. Il y a un mélange de réglementation sur la sécurité de la plongée, sur la pêche en général, sur les tailles minimums, sur la politique commune, la régulation intérieure de la pêche de loisirs, ses révisions, la régulation extérieure, donc c'est l'espagnol et ses révisions, etc., etc., etc. Donc c'est complexe et sachez que les lois catalanes et espagnoles vont être révisées à court terme, c'est-à-dire dans les prochains mois ou dans les prochains, oui, disons l'année prochaine, voilà, en espérant pouvoir les améliorer. Au niveau des captures,
En fait, en Espagne en général, seuls certains poissons, je dis certains poissons parce que le thon et l'espadon sont interdits, et ainsi que d'autres poissons. Mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est surtout thon et espadon. Seuls certains poissons, les céphalopodes et les oursins sont autorisés, donc sont interdits les langoustes, les homards, etc., les crabes, blablabla, bla, 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 bla. Ok, les petits crus, voilà. Sur les oursins, il est possible d'en pêcher jusqu'à 150, même si maintenant c'est limité à 50 dans la zone nord intérieure, on le verra un peu plus tard, entre la frontière et Bégour. Et en fait, ils ne peuvent être pêchés que le matin, entre 8h et 13h, pour éviter que les gens pêchent le matin et l'après-midi, pendant une saison d'ouverture qui débute le 1er octobre et se termine au 31 mars. D'accord ? Et pour les pêcher, il faut la licence de pêche sous-marine et les documents qu'on a vus avant. On a vu interdiction de capture des crustacés, des coquillages. On rentrera un peu plus dans le détail sur certains de ces points. Alors là, attention, c'est le plus compliqué et le plus complexe à comprendre. Et c'est quelque chose qui a jusque très récemment n'a pas posé de problème, mais commence à poser des problèmes sur certains endroits. Vous avez ces zones en bleu qui étaient en rouge avant, qui sont les zones intérieures. D'accord ? On les a déjà détaillées. Dans la zone intérieure, c'est la Catalogne qui régule, c'est la partie que vous avez à droite. Vous avez le droit à 10 kg de poissons par jour, d'accord, plus 5 kg de céphalopodes et 150 oursins, d'accord. Je n'ai pas mis les oursins ici parce que c'était... Voilà. Sauf que ces 10 kg, on peut les dépasser que si on prend un poisson de plus de 10 kg, d'accord. La loi est un peu mal rédigée et en fait, elle dit... si vous capturez un poisson qui dépasse le maximum autorisé, l'excès ne sera pas comptabilisé. OK ? En revanche, dans les eaux extérieures régulées par l'État, donc si ce ne sont pas ces zones en bleu, on a le droit à 5 kg par jour sans compter une capture. Donc on enlève la capture la plus grosse et il doit nous rester 5 kg. Vous noterez que dans ces 5 kg et dans la loi extérieure, les céphalopodes sont inclus parce qu'ils ne rajoutent pas plus 5 kg de céphalopodes. Donc, désolé, c'est hyper complexe, mais la loi est comme ça. Donc, on va prendre 3 exemples. Vous êtes dans les eaux extérieures, vous capturez une céréole de 11 kg. Comme vous avez le droit encore à 5 kg de capture, donc vous pouvez continuer à pêcher. OK ? Vous êtes dans les eaux intérieures, vous capturez une céréole de 11 kg. En fait, vous êtes obligé d'arrêter. Si vous êtes pris en train de pêcher, vous pouvez simplement dire « Oui, attention, je cherche des céphalopodes parce que j'ai le droit de prendre 5 kg de céphalopodes. » Mais bon, c'est un argument un peu limite et normalement, vous êtes censé, si vous voulez, arrêter votre pêche de poisson. OK ? On va prendre un autre exemple. Vous avez pris votre céréole, donc c'est un peu ce qu'on vient de voir, vous avez pris votre céréole de 11 kg. Dans les eaux intérieures, vous pourriez prendre un denti de 3 kg, par exemple, qui ne dépasse pas les 5 kg, mais pas un de 6 kg qui dépasserait. L'inverse est vrai, vous avez un denti de 6 kg, vous pourriez prendre une céréole de 11 kg dans les eaux extérieures. Dans les eaux intérieures, si vous avez dans votre bateau 11 kg et 3 kg, vous pouvez être sanctionné, d'accord, parce que vous aurez dépassé. OK ? Un autre cas, si vous faites beaucoup de captures, par exemple, vous avez 20 sards ou 20 poissons d'un demi-kilo, vous êtes à 10 kg en total. Donc, vous avez depuis longtemps, depuis en fait que vous avez 5 kg de poissons plus un autre poisson, vous avez plus ou moins plus 2 autres poissons, vous avez dépassé en eau extérieure. Et en eau, donc vous êtes depuis longtemps hors la loi. Par contre, dans les eaux intérieures, sauf au Cap Créus, parce qu'on le verra un peu plus loin, vous êtes encore OK, mais vous devez vous arrêter. OK ? Pourquoi on parle du Cap Créus ? Parce que cette limite de 10 kg et de 5 kg de céphalopodes au niveau des zones intérieures est passée à 5 kg et 2 kg de céphalopodes au Cap Créus, on le verra un peu plus loin. Désolé, c'est hyper compliqué et ça se complique encore plus quand on passe d'une zone à une autre. D'accord ? Donc, en fait, la recommandation quand vous passez d'une zone à une autre, vous pouvez être légal dans une zone et pas légal dans l'autre.
ne vous arrêtez pas pêcher dans la zone où vous n'êtes pas légal. D'accord? Et vice-versa, enfin, voilà, et vice-versa, quoi. OK, je vous ai mis ça c'est les tailles minimum pour certaines espèces. Je l'ai mis pour une seule raison, pour vous dire que le cernier et voilà, et quelques espèces pour voir la taille minimum légale. En fait, ça c'est valide pour toute l'Espagne. Le bar à 25 centimètres, le mérou à 45 centimètres, le rouget à 11, le poulpe 1 kilo minimum et le sard 23 centimètres. Par contre, on verra un peu plus loin qu'en Catalogne, ils ont augmenté sur certaines zones ces tailles minimales. OK, donc on aborde justement ces zones-là. La Catalogne, dans la zone où elle a des compétences, a eu envie d'aller vers une pêche un peu plus sustainable, un peu plus durable, un peu plus en ligne avec le management des ressources, et donc a mis en place un comité de cogestion avec IFSUA, la Fédération catalane, certains pêcheurs à la ligne et une ONG environnementale pour définir un peu une évolution des réglementations, mais avec une indication politique forte d'aller vers la préservation des ressources. D'accord, ça c'est important à mentionner. Donc on n'a pas ici dit, on avait quand même certaines contraintes dans cette négociation. Voilà, donc elle a été faite, cette régulation qui va dans la zone nord, qui est la plus grande, de Cerbère, enfin de la Pointe aux Seilles, Cap de Créus jusqu'à Pointe de Bégour. Elle a été faite au sein du comité de cogestion, elle affecte les eaux intérieures que vous connaissez maintenant. L'objectif, c'est de gérer la pêche de loisirs simplement et d'assurer sa durabilité. Et en fait, en assurant la durabilité, d'améliorer un peu l'expérience de pêche en général, avoir globalement moins de sorties sans poisson. C'est un règlement qui sera révisé en 2026 avec une idée de mettre en place une gestion adaptative. La limite dans cette zone est toujours de 10 kg plus 5 kg de céphalopodes. Par contre, les oursins se passaient à 50. Okay, il y a quelques nouveautés. Elle interdit la pêche à la ligne avec des poissons ou des céphalopodes vivants. Elle introduit l'interdiction de pêche de requins ou de raies. Elle fixe des tailles minimales plus élevées, certains quotas et des repos biologiques pour certaines espèces. Elle a affecté 46 espèces au total. Voilà. Et de ces 46 espèces, 40 espèces ont des tailles plus augmentées. 26 espèces ont des bagues limites, c'est une réduction du nombre, une limitation du nombre de captures par jour, et 12 espèces ont des repos biologiques. D'accord. Alors, toutes ces espèces ne sont pas celles concernées par la pêche sous-marine, mais on va voir un peu l'essentiel. Ici, vous avez donc dans cette zone nord les bagues limites pour certains types de poissons. Donc la dorade est à 5, le bar ou le loup est à 3, le mérou est à 2, le denti est à 2, la bonite est à 5, d'accord, dans la limite des 10 kg, bien sûr. Ils ont été fixés pour être cohérents avec l'autoconsommation, d'accord. Également, ça devrait avoir un effet positif sur la diversité de capture. Une fois que tu as tes 2 dentilles, tu vas peut-être essayer d'aller pêcher autre chose, ou tes 6 sards, d'accord. L'idée, c'est d'avoir une meilleure répartition des opportunités de capture. C'est assez complexe, mais bon, une fois que vous êtes dans cette zone, vous devez à peu près connaître que sur les espèces ciblées, que vous ciblez ces modalités, voilà, ces bagues limites. Ensuite, ont été introduits des repos biologiques pour certains motifs qui sont parfois très différents. Parfois, c'est une conformité avec les exigences de l'Union européenne. Parfois, il s'agit d'espèces en déclin. Parfois, il s'agit d'espèces qui augmentent leur vulnérabilité pendant leur saison de reproduction et donc on préserve leur saison de reproduction, mais elles ne sont pas forcément en déclin. Et soit ce sont des espèces qui construisent un nid et s'occupent du frai. Ça, c'est un cas qui ne nous affecte pas énormément à nous. Donc, dans le cas de la conformité, on retrouve la coryphène, la dorade coryphène. Les espèces en déclin, vous les voyez ici. Celles qui ont
majeures vulnérabilités, ce sont celles-là, le bar, le corbe et le mérou. Et des espèces qui s'occupent du frai, on retrouve la mandole et la dorade grise. Voilà, donc qui font des nids et qui s'occupent d'eux. Du coup, même si nous, on n'est pas forcément pour la mise en place de repos biologiques au sein de IFSOA, on a beaucoup lutté pour le fait que s'il y a des repos biologiques, ils soient également appliqués à la pêche professionnelle, ce qui n'est pas le cas. Voilà, c'était notre point un peu de conflit dans cette table. On a beaucoup lutté pour soit pas avoir de repos biologique, soit qu'il soit partagé avec les professionnels. Voilà. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, bref, on pense quand même qu'il y a du bien malgré la complexité évidente. D'accord. Ici, vous avez les repos biologiques. Donc, pour les espèces un peu importantes, le mérou commencera du 15 juillet jusqu'à fin août. Comme Amandine avait bien vu, elle m'a dit ça, la lichamie de avril en juin, voilà, j'étais même pas au courant parce que c'est pas une espèce que je rencontre. Le poulpe sera en repos biologique de juillet à août. Je pense que Stéphane approuvera, qui est un grand défenseur des poulpes. Voilà, donc, et ici, vous avez les différents motifs en fait de ces repos biologiques. Sur la deuxième partie du tableau, on retrouve le pagre, ça ne nous affecte pas trop. Le corbe commencera demain son repos biologique jusqu'en août. La céréole a commencé début juin jusqu'à fin juillet. On y retrouve également des espèces, voilà, bon, le Saint-Pierre, la mandole et la canthare. Bon, ce pas des espèces qui nous affectent énormément. Voilà. Donc les points de conflit, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous voyez évidemment que c'est assez complexe, qu'il y a 46 espèces. Par rapport à ce qu'on avait avant, c'est une grande complexité. Après, la complexité a été mise en place pour que ce soit juste. D'accord. C'est plus simple d'interdire et d'autoriser une espèce de manière indiscriminée toute l'année. Donc, même si c'est complexe, voilà, il va falloir s'habituer à ça et on préfère en fait avoir une certaine régulation et une gestion adaptative plutôt que interdiction, autorisation. L'autre point conflictuel, c'est la différence de repos biologique et de taille minimale entre les professionnels et la pêche de loisirs. Cela dit, bon, je pense que ici, tout le monde comprend que la pêche professionnelle a un autre mode de régulation avec des zones de fermeture spatiale et temporelle. Par exemple, jusqu'à présent, ils avaient l'interdiction pour le poulpe dans certaines zones, alors que nous, non. Bon, il y a quand même une asymétrie, en fait. Il n'y a pas que la pêche de loisirs qui a des réglementations et des régulations plus strictes. Voilà. C'était un peu le message que je voulais faire passer. Très bien. On a vu cette zone qui était la zone nord. On verra que ça va s'étendre sur les autres zones de pêche des zones intérieures, donc vers Barcelone et au sud de la Catalogne. Mais avant ça, on va aborder le cas spécifique du Cap de Creus. Le Cap de Creus, vous avez en fait à gauche la zonification mise en place, je crois, en 1992, qui exclut la pêche sous-marine des zones en bleu et en rouge. D'accord? Par contre, elle est autorisée en vert. OK? En ce moment, est sur le point d'être publiée la révision du plan d'usage du Cap de Creus. Selon les informations qu'on a, mais c'est encore à prendre avec des pincettes parce que le document final n'est pas publié, on devrait avoir quelque chose similaire à ce qu'on a à droite. Donc, pour nous, c'est une assez grande satisfaction de voir que si c'est confirmé, la pêche sous-marine garde ses zones en vert. C'est-à-dire on n'a pas perdu plus de zones pour la pêche sous-marine. Ce qui était un peu une ligne rouge mais bon. En revanche, c'est la pêche à la ligne qui va être pas mal affectée parce que la pêche à la ligne dans les zones en orange, jaune sera autorisée simplement en catch and release, c'est-à-dire prise et remise à l'eau. Et la zone en rouge aux alentours de la Masse d'Or, pour ceux qui connaissent, là-bas c'est une zone
très fréquentée par la pêcheur à la ligne sera en no-take. Bon, il y aura un peu de pêche professionnelle, mais très limitée. D'accord? En plus, il faudra marquer les captures, comme vous faites en France sur certaines espèces. Et il y aura en plus une limitation de vitesse, il me semble, à 15 nœuds et à 5 nœuds, il me semble, à moins de 50 mètres des côtes, d'accord, qui va quand même affecter parce que c'est une grande zone. Ça reste encore à confirmer. Une des conséquences, la première, c'est qu'on est plutôt content si on garde vraiment ces zones-là pour la pêche sous-marine. La deuxième, c'est qu'il y aura sans doute une concentration de pêche sur ces zones en vert, vu que certaines pêcheurs à la ligne se rabattront sur les zones en vert afin de pouvoir garder des captures. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on anticipe. Il y a quand même un petit changement qui affectera la pêche sous-marine, c'est que certaines zones seront considérées au niveau du Cap de Créus comme des itinéraires sous-marins. Donc, sans pêche sous-marine et sans pêche à la ligne avec la capacité de retenir les captures, donc ça sera des zones de captura y suelta, de catch and release, de capturer et relâcher des poissons. Il s'agit de Calatamarilloa, c'est l'accès au niveau nord par le port de la Selva au Cap de Creus, qui est emprunté par pas mal de pêcheurs. Au niveau de Rosas, il y a Calamurtra au nord de la Punta Falconera, et ensuite au niveau de Cadaqués, il y a Calacayans. D'accord? Nous comprenons depuis IFSOA que cette interdiction est une interdiction de pêche au sein d'une zone. C'est un peu comme une plage. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la traverser. D'accord? Ça sera quelque chose quand même à éclaircir dans les prochaines semaines, mois. Et en tout cas, si vous voulez traverser dans les prochaines semaines et mois, traversez-les comme si comme s'il s'agissait d'une plage, c'est-à-dire avec fusil déchargé, la crosse, la bouée à côté de vous, et voilà, et ne perdez pas, ne vous attardez pas, d'accord? Normalement, il devrait être balisé. Donc, on attend un peu, on n'a pas de cartographie définitive de ce que sera la balise. Il a été question à une époque que la Messina, une île qui est plutôt fréquentée par les pêcheurs sous-marins, soit considérée comme telle, c'est-à-dire une zone où la pêche sous-marine n'est pas possible. En principe, elle devrait être sauvée, mais ça reste à confirmer dans le document final qui devrait être publié dans les prochains jours. Voilà. Par contre, on a décidé de ne pas attendre le document final et de quand même, vu le nombre de questions, d'avancer, quitte à éclaircir certains points. En fait, donc au niveau du Cap de Créus, on a la conjonction de la loi des eaux intérieures, parce que c'est inclus dans la zone intérieure, avec les repos biologiques, et une loi antérieure, qui est l'arrêté de 2022, qui affectait le Cap de Créus, dont le point majeur, c'est qu'il y a une limite de 5 kg et 2 kg de céphalopodes par jour. C'est pas très clair, là, j'ai mis 2 kg de céphalopodes. OK? En plus, certaines espèces, et en jaune, c'est les changements, les modifications par rapport à la loi des eaux intérieures. Certaines espèces ont soit une taille plus grande, soit un bag limite plus réduit. C'est le cas du mérou. Au sein du Cap de Créus, vous pouvez prendre un mérou de plus de 55 km. Après, jusqu'à l'apparition de la loi de la zone nord, qui a introduit le repos biologique de juillet en août. OK? Au Cap de Créus, vous pouvez prendre 2 bars. Dans la zone nord, vous pouvez en prendre 3. Par contre, la taille minimum, c'est de 40 cm. OK? Voilà, c'est un peu long à comprendre. Il y a le corbe également, pour lequel c'est également 2 au sein du Cap de Créus, 30 cm minimum, mais qui commence son repos biologique demain. Et le congre est à 120 cm, d'accord, au sein du Cap de Créus. La difficulté au sein du Cap de Créus, c'est que comme la limite est de 5 au lieu de 10, et il n'y a pas cette capacité à faire un poisson en plus, en fait, dès que vous avez en pratique pris un poisson de 4,5 kg, vous êtes obligé d'arrêter et de sortir de cette zone et d'aller pêcher autre part. Vous n'avez pas la possibilité de continuer. C'est la même logique qu'on a vue avec les 10 kg pour la zone intérieure. C'est pas très pratique, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, on approche de la partie finale de l'exposé. Qu'est-ce qui nous attend un peu qu'est-ce qu'on aura dans les prochaines mois et TCTC? Qu'est-ce qu'on aimerait bien voir? Alors,
Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair ici. Voilà, c'est comme ça. En fait, ce qu'on aimerait bien, c'est que dans les zones intérieures qui sont régulées par une loi catalane, où il y a cette limite de 10 kilos, on aimerait bien uniformiser avec les eaux extérieures, c'est-à-dire 5 kilos plus une capture. Et éventuellement, si possible, 5 kilos de céphalopodes. Vous voyez qu'il y a un petit sujet délicat ici. On aura sans doute une obligation de marquage des captures dans toute la Catalogne, ce qui n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est le cas que au Cap de Creus, d'accord, pour lutter contre la vente illégale. On aura au futur, je pense que vous en êtes conscient, une obligation de déclaration. Ça sera le cas sans doute au niveau du Cap de Creus, mais ça s'étendra sur l'ensemble de l'Union européenne parce que c'est une exigence de l'Union européenne pour améliorer la gestion des stocks. Ça sera quelque chose de complexe à mettre en place. Il y aura également une gestion post-prug au Cap de Creus. Désolé, j'en parle beaucoup, mais parce que c'est quand même une nouveauté. En fait, le plan d'usage du Cap de Creus stipule qu'il y aura un permis spécial pour pêcher là-bas. On ne sait pas encore comment il va être établi. Il y aura un régime de sanctions spécifiques et notamment une sanction pourra vous impliquer le fait qu'il vous retire le permis, mais en fait, on ne sait pas quel type de sanction entraînera le retrait de permis. Donc là, il y a quelque chose également à voir. Donc, et également cette histoire d'accès dans les zones d'itinéraires sous-marins. Donc il y a toute une gestion sur laquelle IFSUA, la Fédération catalane, on va être encore sollicité. Également, vous vous souvenez, quand je vous ai présenté les parcs et les réserves, il y a le parc naturel du Mont-Gris. Est en train d'être mis en place l'espace et la structure pour négocier le même plan d'usage similaire au Cap de Creus. Et ça ne nous étonnerait pas qu'il y ait quelque chose de très, très similaire au parc du Mont-Gris. C'est pour ça que c'était important, le Cap de Creus, de bien le faire, afin que celui du Mont-Gris soit un peu à cette image. D'accord ? Il y a également, vous avez vu qu'il y a une loi spécifique sur la zone nord intérieure. On a déjà commencé à travailler sur les lois sur la zone sud, qui sera la prochaine à sortir, entre Cap Salou et Peníscola. Sur la zone catalane. Ça devrait sortir très prochainement, donc il faudra se tenir au courant. Ça sera globalement assez similaire à ce qu'il y a à la zone nord, d'accord. Et ensuite viendra la zone centre entre Mataró et Barcelone, je crois. Non, Arenys de Mar et Barcelone, d'accord. Mais tout ça, c'est des réunions, de la négociation, etc., d'accord. Il y aura peut-être quelques petites différences, des petites corrections. Et l'idée, ça serait de les faire évoluer tout ensemble. Vous vous souvenez que la zone nord évoluera en 2026. Okay. Il y a également les lois générales qui affectent la pêche sous-marine ou la pêche de loisirs, que ce soit la Catalagne ou l'Espagnol, sur lesquelles en fait, il y a eu des tentatives de révision qui n'ont pas fructifié, mais ça devrait venir assez prochainement. Et puis, il y a d'autres espaces dans lesquels on est présent, notamment sur la cogestion du littoral du Baix Empordà vers Palamos, mais ça affecte, pour l'instant, ça n'a pas trop d'impact sur notre activité. Eh bien, écoutez, voilà, du coup, je vous dis un bon gracias en catalan. Vous avez les emails de Yibori, qui est le délégué d'IFSUA, donc c'est celui qui s'y colle dans les réunions de travail, que ce soit en ligne, etc., ou également mon mail juste ici après. Et voilà, je suis prêt à prendre les différentes questions.